Les règles de YouTube ont changé. N'oubliez pas qu'un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'être bien référencé. Si vous appréciez les tutos, n'hésitez pas à visiter le site web et vous abonner à la chaîne afin de suivre les dernières actualités. Et si vous désirez soutenir la chaîne, participer à son développement, n'hésitez pas à aller visiter ma page Tipeee. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage passionnant qu'est l'étalonnage. Et très bon tuto. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous approchons de la fin de l'année 2017. Quoi de mieux pour terminer l'année 2017 que de terminer ma petite formation, ma série de tutos à Premiere Pro Lumetri. Je vous propose donc ici mon dernier tuto pour conclure cette formation Lumetri. On va s'attarder sur les façons d'utiliser un même étalonnage, d'appliquer un même étalonnage sur plusieurs plans et sur les deux volets qu'on n'a pas encore vus. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, donc, je vais reprendre ici une séquence qui est convenablement équilibrée. Comme vous voyez, c'est la séquence de Lovely Day, le chant contre chant entre Marlène et Aurore. Et donc, ce qui se passe, donc, c'est qu'une fois, j'ai très souvent utilisé ce plan-là comme référence. Et donc, je vous avais expliqué dans les tutos précédents comment appliquer des étalonnages séparés sur chacun de vos plans et comment copier-coller ces étalonnages l'un à l'autre si vous avez besoin de plus ou moins la même correction sur l'un ou sur l'autre. Donc, toutes ces techniques-là sont très efficaces dans le cadre d'étalonnage correctif ou d'étalonnage de continuité, puisque là, évidemment, vous allez devoir appliquer un étalonnage différent sur chacun de vos plans. Et donc ici, maintenant, eh bien, nous allons parler de l'étalonnage de style. Donc l'étalonnage de style, appliquer un lookage. Et là, évidemment, votre étalonnage de style, ça va être beaucoup plus intéressant de faire un même étalonnage sur tous ces plans, parce que si vous supposez que maintenant vous avez équilibré tous les plans que vous voyez ici, donc qui sont équilibrés, même colorimétrie, même contraste, tout ça, au niveau continuité et au niveau correctif, et bien donc après, vous allez pouvoir appliquer un seul style qui va sur chacun de ces plans-là, qui va coller à toute la séquence. Donc pour ça, sous Premiere, il n'y a rien de plus simple que la technique calque d'effet. Je vous démontre tout ça maintenant, c'est tout simple. Nous allons ici sur le panneau projet, nous allons faire un clic droit et nous allons faire un nouvel élément, nous allons prendre un calque d'effet. Voilà, donc de base, il arrive à même largeur, hauteur, même résolution et même framerate que la séquence. C'est tout à fait ce qu'on veut. Et donc à présent, je vais prendre ce calque d'effet et je vais l'appliquer sur tous les plans où je veux que mon effet de couleur s'applique. En l'occurrence ici, sur la séquence, on va aller jusqu'ici. Comme vous voyez ici, la colorimétrie est plus ou moins toujours la même entre les plans. C'est juste ici que ça change un peu parce qu'il y a un travelling et il y a Ici, il y a le serveur, et donc ça change un peu. Donc voilà, je vais faire un premier calque d'effet ici. Maintenant, si j'applique un Lumetri ici sur ce calque d'effet, je vais l'appliquer à tous les plans qui se retrouvent en dessous. Alors, une nuance à appliquer qui va être également intéressante pour vos étalonnages, le cumul de plusieurs lumétries. Ici, vous allez avoir une possibilité supplémentaire. Pour cumuler des lumétries, vous allez pouvoir ajouter un calque d'effet au-dessus et remettre encore un lumétrie par-dessus. Ce qui fait que ce lumétrie ici va s'appliquer sur celui du dessous et ce même va s'appliquer sur tous les plans. Attention juste que, donc, la hiérarchie n'est pas la même. Dans le lumétrie, vous vous souvenez que c'est celui du dessous, la vignette, qui s'applique sur celui du dessus. Ici, donc, sur tous ceux du dessus. Ici, également, si vous mettez un lumétrie, c'est celui du dessous qui va primer sur celui du dessus. Alors qu'en revanche, au niveau des calques, c'est le calque effet du dessus qui va primer sur celui du dessous. Vous comprenez le truc? Mais ça peut de nouveau vous donner des nuances un peu particulières et ça va vous permettre de jouer avec vos étalonnages de style particulier. Voilà, donc ça c'était pour le mot concernant les calques d'effet. Je crois que je ne vais pas pousser, je crois que vous avez tous très bien compris le principe. Voilà. Alors donc maintenant, ce que je vais faire, je vais appliquer un style. Je vais revenir sur mon plan de référence. Et justement, dans ce tuto, ça va être l'occasion donc de voir les deux volets que je n'ai pas encore vus avec vous. On a vu la correction de base, on a vu les courbes, on a vu les roues, on a vu le TSL secondaire. Qu'est-ce qui manque? Il manque le créatif et les vignettes. Le créatif est typiquement indiqué pour tout ce qui est étalonnage de style. Vous allez voir que en l'utilisant, en fait, on comprend facilement que Adobe a réuni ici dans le créatif les options qui sont les plus rapides pour faire un étalonnage de style, donc les plus souvent demandées par les réalisateurs pour les faire plus rapidement, comme je vais vous expliquer. Alors, et la vignette, je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous détailler ce qu'est qu'une vignette. Voilà, je vais rapidement d'ailleurs prendre cette vignette et vous montrer simplement. Donc ici, gain. Ici, vous allez faire donc dans votre vignette une zone, vous allez descendre dans la luminosité, vous allez faire des zones plus sombres. Si vous allez donc à 50%, c'est équilibré. Si vous allez au-dessus, vous allez donc en revanche faire une vignette où autour de votre vignette, c'est plus éclairé. Voilà, bon, ça c'est très simple, pas besoin de faire. Donc ici, je vais faire un effet de vignette plus sombre. Le milieu, est-ce que c'est la taille de votre vignette, tout simplement?
Voilà, pas besoin de faire beaucoup de détails là-dessus, c'est la taille de votre vignette. L'arrondi, est-ce que votre vignette est plutôt rectangulaire? Vous voyez, ici on se rapproche plus du carré. Hein, ou est-ce qu'elle est plutôt ronde? Donc ici au milieu on est une ellipse, ici on est plutôt rond. Vous voyez? Voilà, donc ça peut être utile. Et ici l'adoucissement, là vous avez un rond parfait, là il est plus du tout visible votre rond, c'est tout simplement les contours progressifs. Vous voyez, donc c'est plus évident quand on met un contour défini que de voir les différences avec les réglages. Voilà, bon. Réinitialisons tout ça. Je n'ai pas besoin de vignette ici dans un premier temps. Voilà, je crois que c'est évident, hein, vous avez très bien compris à quoi sert ce dernier plutôt, volet. Alors on va s'attarder un peu au créatif. Le créatif est composé de ceci, look, qui va vous permettre en fait le look. C'est ce qui va vous permettre en fait d'aller chercher vos luttes et vos étalonnages, vos fichiers prédéfinis. Par exemple, si je fais parcourir ici, vous voyez que vous pouvez aller chercher, il vous l'indique, les looks et luttes. Donc .look, .cube, .itx. Il y a plein d'extensions différentes pour utiliser en fait des tables de colorimétrie. Typiquement, vous voyez les .look, c'est ce qui vient de Adobe SpeedGrade. Si vous avez créé un style particulier dans Adobe SpeedGrade, vous pouvez l'importer ici directement pour l'afficher. Un .cube, je vous ai montré, je vous avais expliqué ça pour... c'est une lutte, c'est une extension de lutte 3D, hein, qui utilise un espace colorimétrique 3D. Donc le .cube, vous allez donc l'utiliser par exemple, je l'ai fait ici, hein, pour utiliser, je l'ai mis dans lutte si je ne m'abuse, voilà. Lutte, vous allez par exemple utiliser ici pour utiliser la lutte de la caméra Blackmagic VEG Rec 709. Étalonnage qui, pour notre étalonnage de Lovely ne colle absolument pas du tout. Hein. Bref, je vais réinitialiser. Alors, donc, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a tout plein ici de looks prédéfinis qui sont des looks créés par Adobe, je pense essentiellement dans SpeedGrade, hein, que vous allez pouvoir directement appliquer sur votre image. Vous pouvez voir un peu, je vous invite vous-même à les parcourir, voir un peu ce que ça donne. Vous avez également ici, vous voyez, par rapport à la vignette que vous avez ici, vous avez la possibilité de les parcourir rapidement. Par exemple, ici, on a le CineSpace, un Fuji Eterna du style, tenez. Et alors, pour l'appliquer, en fait, vous cliquez une fois au centre. Vous voyez? Et voilà, ici, donc, j'ai appliqué un style très vieille pellicule, très bleach bypass, en fait. Hein, c'est assez bleach bypass, hein, ça, comme effet. Voilà, je vous invite à les parcourir. Et ce qu'il y a de pratique, vous voyez, c'est que vous avez la vignette ici pour les parcourir rapidement, voir un peu ce qu'ils donnent. Ici, on a un type style Kodak, donc avec des noirs un peu plus bleus, hein, comme on voit. Le reste est plutôt, les blancs sont toujours blancs. Donc, un contraste de couleurs plus élevé. Oh, ça peut être pas mal, hein, ça peut vous donner un effet assez intéressant. La seule chose, faites attention, la vignette que vous avez ici, elle va toujours s'appliquer sur votre plan brut. Elle ne va jamais s'appliquer sur tous vos autres réglages que vous avez fait. Par exemple, ce que je veux dire par là, je vais revenir ici, je vais réinitialiser temporairement. Par exemple, sur une correction de base, donc je vais faire déjà un contraste plus élevé, je vais faire une température très froide, voilà. Je vais baisser encore les noirs, voilà. Alors regardez ici maintenant, si je reviens sur le créatif, vous voyez ici la vignette n'a absolument pas pris en compte ma correction de base. Alors que si vous appliquez un style, par exemple celui-là, le style que vous allez appliquer va prendre en compte ce que vous avez fait au-dessus ou en dessous, je veux dire par là ce que vous avez déjà appliqué ici, hein, sur votre plan de base. Ici, n'oubliez juste pas que ce que vous aurez ici, si vous avez déjà appliqué un étalonnage sur votre plan, ce n'est pas ce que vous allez voir ici dans la vignette. Pensez-y, hein, c'est important parce que ça peut facilement vous perturber. Hein. Voilà, je vais réinitialiser tout ça de nouveau. Alors, donc voilà, ça c'était pour les effets prédéfinis. Ça peut vraiment être très utile, ça peut vous aider si vous voulez faire un effet qui vous convient rapidement. Alors, donc évidemment, je vais réappliquer un effet une fois, un effet CineSpace. Vous pouvez ici régler l'intensité, c'est-à-dire que ici, il va s'appliquer beaucoup plus fort sur votre plan, et ici, donc, là, ici, il ne s'applique pas du tout. Vous pouvez régler la force avec laquelle s'applique ce filtre que vous avez appliqué, cet effet prédéfini. On peut voir qu'ici, ça rend plutôt bien quand il est modéré. Hein. Ça fait un petit effet bleach bypass comme ça qui est assez chouette. Ouais, qui est assez chouette. Hein. C'est sympathique. Voilà. Je vais réinitialiser. Alors, donc, pour en revenir ici, maintenant vous avez un deuxième. S'il n'est pas ouvert, vous l'ouvrez ici. Les réglages. Alors, les réglages, on va revenir ici sur les domaines lumétriques que je vais réappliquer ici. Hein. Hop, voilà. Et que je vais agrandir. Alors la décoloration, en fait, la décoloration, elle vous permet de gérer un effet de délavement, si vous voulez, de façon asymétrique. C'est-à-dire, regardez, si ici je monte, vous pouvez voir que de base, on délave l'image en fait en remontant les noirs.
C'est de façon asymétrique. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il remonte les noirs. Il ne descend pas les blancs. Tout du moins, en fait, il les descendrait un peu du dessus, mais il ne les descendrait pas beaucoup. Ici, c'est parce qu'évidemment, mon blanc n'est pas au maximum, hein, qu'on ne le voit pas. Mais en fait, donc, vous voyez, c'est asymétrique. C'est-à-dire qu'ici, il remonte les noirs beaucoup plus vite qu'il ne baisse les blancs. Et alors, si maintenant j'atteins les 50%, vous allez voir qu'après, hop, il va commencer à baisser les blancs beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ça peut vous donner quelques effets. On devine facilement que l'intérêt d'un tel outil, c'est vous avez réglé donc tous vos plans au niveau correctif, au niveau contraste, etc., pour qu'ils aient quelque chose de convenable entre eux. Et alors ici, si le réalisateur après vous demande un peu de délaver, vous pouvez le faire directement ici sans devoir revenir sur vos réglages de base. Si vous les avez réglés de façon précise pour que tout soit bien équilibré, alors vous ne devrez pas revenir sur ces réglages en cassant votre équilibre, hein. Vous pouvez directement ici, hop, délaver l'image en revenant un peu en baissant un peu le contraste, en donnant cet aspect délavé qui peut être assez chouette selon l'effet que vous voulez obtenir. Voilà. Alors la netteté en fait c'est marrant, mais il y aurait beaucoup de choses, c'est assez simple, hein. J'ai pas besoin de dire à quoi ça sert, hein. Par là c'est plus net, par là c'est plus flou. Alors en fait, par contre, il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau de la netteté, au niveau du lien que ça a avec l'étalonnage, parce que oui, en fait, quand on applique un filtre netteté sur une image, c'est pas un filtre indépendant de l'étalonnage, c'est de l'étalonnage qu'on fait, c'est de la couleur, c'est de la luminance. Oui, ça doit vous paraître un peu chelou, mais je reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment pas le sujet du tutoriel et il me faudrait des heures et des heures pour expliquer un peu comment fonctionne ce filtre netteté. Mais c'est très intéressant donc de savoir comment influe la netteté au niveau de l'étalonnage, parce que c'est de l'étalonnage qu'appliquer de la netteté, c'est agir précisément sur ce qu'on appelle les micro-contrastes. Donc ici, en tant que créatif, ça peut être assez sympa. Par exemple, ici, comme vous le savez, l'étalonnage de Lovely Day doit être un peu velouté, donc on peut déjà aussi donner un petit peu plus de velouté en ajoutant un peu de flou. Pas beaucoup, hein, léger, un très léger flou. Pas beaucoup parce que sinon ça va vous donner l'impression en quelque sorte que c'est votre cadreur qui a foiré, si vous en mettez trop. C'est votre cadreur qui n'a pas fait correctement sa mise au point. C'est pas ce qu'on cherche. Non, il faut, si vous voulez, vous pouvez un peu adoucir l'image. Par exemple, ici, ce qui se passe si j'adoucis un peu, vous voyez, c'est que, par exemple, dans les cheveux, ici, les cheveux d'Aurore, on obtient ici, donc, quelque chose d'un petit peu moins prononcé, hein, d'un petit peu plus velouté, d'un petit peu moins défini. Ça donne un petit peu un effet velouté, ça peut être sympa. Mais comme je le dis, faites quand même en sorte de ne pas ruiner la mise au point de votre cadreur, hein, parce que ça, il va vous râler dessus, sinon. Donc, alors voilà. Alors, la vibrance et la saturation, ça, c'est vraiment super intéressant. Regardez, voilà, ça renforce donc votre saturation, la vibrance, et la saturation, ça renforce votre saturation. Vous allez me demander alors, mais Corentin, c'est quoi la différence entre ces deux réglages? Eh bien, c'est très intéressant et je salue vraiment Adobe sur le réglage vibrance qui est vraiment très utile. La saturation, c'est la même saturation que celle que vous avez ici sur la saturation de base de votre correction de base. Ça va donc monter votre saturation de façon globale sur tout votre plan. Hein, donc très utile si vous voulez monter une saturation globale après avoir appliqué une correction donc sur le reste de votre étalonnage. Alors, et la vibrance, eh bien regardez, je vais aller... en fait, justement, j'ai ici un plan, voilà. Déjà, on peut dire, regardez, je vais déjà commencer à faire un étalonnage de style global sur... sur cette séquence. Alors, de base, il me faudrait un peu plus de contraste. Donc déjà, je vais monter ici le contraste. Voilà, je vais monter un peu, je vais encore le monter un peu, voilà, je baissais un peu les tons noirs, je montais les tons clairs, voilà, pas trop élevé le contraste. Voilà. Alors, je ne vais pas appliquer d'effet de base, je vais plutôt aller donc ici, sur la netteté, je vais un petit peu velouter, hein, je vais rajouter un tout petit peu de flou, pas beaucoup. Voilà, ça me semble déjà pas mal. Alors ici, comme vous voyez, déjà, c'est vrai que le plan est un peu flat. Donc alors, comme tout étalonneur se respecte, on va dire que pour corriger ça, pour avoir des couleurs un petit peu plus prononcées, on va monter la saturation. Léger. Voilà. Alors ici, typiquement, en fait, ce qui se passe, c'est que ma correction de saturation fonctionne plutôt bien, mais on a un problème, c'est qu'on a une saturation élevée ici de vert et de jaune dans les arbres qui sont à l'arrière. Alors ce qui se passe, c'est que si je monte la saturation, je monte globale, je monte également toute la saturation qu'il y a derrière dans ce... Alors on peut tout de suite voir ici, c'est flagrant, hein, vous le voyez tout de suite que votre regard, il est plus attiré par la couleur des arbres derrière que par Marlène. C'est quand même évident qu'ici, dans cette scène, l'intérêt de cette scène, c'est bien entendu Marlène et Aurore. On doit mettre l'accent sur elles deux, hein, sur leur dialogue. Ce sont elles le point essentiel. Ces arbres, au final, même si ça fait partie du décor, on a un peu rien à foutre dans la scène elle-même. Vous comprenez? Donc c'est là où la saturation globale, regardez, si je monte, c'est encore plus flagrant, hein, elle va poser un petit problème. Donc alors c'est là où la vibrance va devenir intéressante. Si je monte la vibrance...
Regardez, là, ça fonctionne déjà beaucoup mieux. On a déjà ici une image avec, on sent bien qu'on a renforcé la couleur, hein, le plan est beaucoup moins flat, mais cette saturation-ci n'est pas beaucoup plus élevée, hein, et on reste toujours globalement bien plus attiré par Marlène elle-même et la saturation élevée de de son par-dessus. Alors en fait, pourquoi? En fait, la différence entre le réglage vibrance et le réglage saturation, le réglage saturation, comme vous le savez, va monter la saturation de toutes les couleurs de façon uniforme. Le réglage vibrance va monter la saturation en partant des saturations qui sont le moins élevées. C'est-à-dire qu'ici, si je monte la vibrance, on peut voir que ce qui est affecté, vous voyez, regardez, si je baisse la vibrance, on peut voir que si je baisse à fond la vibrance, on peut voir que mon image n'est pas noir et blanc. Il reste quoi? Il reste ici le rouge qui est le plus élevé dans le par-dessus de Marlène. Et regardez ici, hein, je vous l'avais expliqué que la saturation ici de notre vert des feuilles était trop élevée. Eh ben, on en fait l'expérience ici. Elle reste. Alors que j'ai baissé tout mon réglage vibrance. Donc si je baisse tout mon signal, regardez. Si je baisse tout mon signal saturation à 0, tout est noir et blanc. Comprenez? En fait, ici, la vibrance agit sur la saturation, mais sur la saturation la moins élevée. Donc, ce qui veut dire que si vous passez la vibrance à 0, vous pouvez déjà désaturer quasi toute l'image en laissant les saturations les plus élevées. Et si vous montez, vous pouvez, comme on l'a fait tout à l'heure, monter la saturation sans toucher aux saturations les plus élevées. Très utile et vraiment très bien pensé comme réglage. Là-dessus, je salue Adobe pour cette idée-là, parce que c'est vraiment bien pensé. Pourquoi? Je vous ai déjà expliqué. Dans un étalonnage de style, et c'est en majorité la raison pour laquelle on fait des étalonnages localisés après, c'est qu'une saturation forte, ça va tout de suite attirer le regard du spectateur. Ici, immédiatement, notre regard est attiré par le débardeur, le par-dessus de Marlène, qui est fort saturé par rapport au reste. Vous voyez? Et donc ça, c'est intéressant, puisque justement, notre regard doit être attiré par Marlène. Donc ça, on peut le conserver. En revanche, vous l'avez vu ici, cette saturation-ci n'a pas lieu d'être. Vous comprenez? Et donc ce réglage, ça vous permet déjà très rapidement de pouvoir monter la saturation en partant des tons les moins élevés ou la baisser en partant des tons les moins élevés. C'est vraiment bien pensé. Vous avez vu qu'ici, il m'a fallu qu'un seul réglage pour arriver déjà à obtenir, je vais le refaire d'ailleurs, hein, le réglage que je voulais. Voilà, donc c'est quand même vraiment pratique. Vraiment là, bravo. Blackmagic devrait prendre de la graine. Ce réglage a été inspiré de Photoshop. Il était à la base vibrance dans Photoshop, donc à savoir dans Photoshop et Lightroom. C'est vachement bien pensé. Alors donc ici, la balance ici vous avez ici l'outil teinte des tons foncés, teinte des tons clairs. C'est évident encore une fois que cet outil a été rajouté ici dans le créatif, dans la zone créatif, parce qu'on va plutôt agir sur le contraste luminique dans les corrections de base et qu'on va plutôt agir sur le contraste de couleur dans l'étalonnage de style. Oui, c'est évident. Par exemple, si j'applique un style, comme par exemple ici, hein, je vais revenir un peu d'ailleurs, ce style-là, très Bleach Bypass, me fait un peu penser, vous voyez, au film Il faut sauver le soldat Ryan. Hein. Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, si je ne m'abuse, c'est typiquement un étalonnage très Bleach Bypass. Vous voyez, alors donc en fait, ici on peut voir qu'il n'y a pas qu'un contraste extrêmement fort luminique qui a été appliqué. Déjà, on peut voir déjà que ici nos blancs ne sont pas écrêtés, hein, donc nos blancs ne sont pas les plus blancs possibles, ce sont surtout nos noirs qui sont écrasés. Et on peut voir ici qu'on a un contraste de couleur, c'est-à-dire que notre noir il est plutôt noir, il n'y a pas vraiment de dominante dedans, alors qu'en revanche notre blanc il est plutôt jaune rougeâtre, par rapport à un noir qui lui est plutôt uniforme, il est plutôt noir. Vous voyez, c'est un contraste de couleur. Vous pouvez faire des contrastes de couleurs plus ou moins élevés. Voilà, vous pouvez faire des contrastes de couleurs plus ou moins élevés, ça va vraiment agir sur votre étalonnage de style, parce que oui, il n'y a pas que dans vos contrastes la couleur qui doit changer, vous avez également une teinte particulière sur vos plages les plus élevées, hein, vos plages luminiques les plus élevées, et vos plages les plus basses, vos noirs. Et donc ça va vous permettre directement de pouvoir agir dessus, on comprend facilement pourquoi ça a été mis dans le créatif. Donc par exemple, ici, je pourrais réchauffer l'image en allant plus vite dans les tons clairs, plus vite parce que l'image a besoin d'être un peu réchauffée. La balance des teintes vous permet de déterminer, ici c'est 50-50, à quel niveau cette teinte va être dominante. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je vais plus vers le dessus, vous pouvez voir que c'est la teinte des tons foncés, l'image redevient un peu plus bleue, à savoir la teinte des tons foncés commence à prendre le dessus sur la teinte des tons clairs, et si je vais à l'inverse, donc plutôt vers le dessous, c'est la teinte des tons clairs, le jaune orangé, vous voyez, qui redevient dominant, qui prime sur celle des tons foncés.
Voilà, ça vous permet de jouer directement sur votre contraste de couleur de façon assez précise et plutôt bien pensée. Franchement, c'est très bien pensé comme outil. Donc voilà, ça c'est ce qui résume le créatif. Je crois que vous avez une très bonne vision de ce qu'est le créatif. Et c'est d'ailleurs un réglage ici, on va regarder un peu. Ouais, c'est un réglage déjà qui fonctionne très bien. Voir ici que pour l'étalonnage de Lovely Day, ça colle déjà très bien. On a une image assez doucereuse, veloutée, mais qui a quand même de belles couleurs. Hein. Voilà, c'est typiquement ce qu'on cherche à obtenir, avec Lovely Day. C'est pas une web série qui a besoin d'un étalonnage très poussé en termes de style. C'est plutôt une série qui a besoin d'un étalonnage velouté, doux. Vous voyez, c'est typiquement ce qu'on a fait ici, et c'est un étalonnage qui fonctionne. Voilà, donc ça c'était pour ce qui en était des volets vignettes et créatifs. Et ce que je vous propose pour conclure ce tuto en beauté, faisons un petit étalonnage de style, et un petit étalonnage de style, précisément effet old school cinéma projecteur. Justement, ça va nous permettre un peu d'illustrer ce que je vous ai montré ici, notamment avec la vignette. Dans un premier temps, si on veut faire un étalonnage style old school, un peu comme moi je fais avec mon introduction, vous savez, c'est normal, ça colle avec mon chapeau, j'aime beaucoup, comme vous le savez, le style old school vintage, style film noir des années 40, j'aime beaucoup ce style-là. Je suis pas nécessairement un grand fan des films noirs des années 40, mais j'aime beaucoup le style de couleur qui s'en rapproche, en fait. Alors ici, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment un style de couleur exagéré, hein, c'est pour faire un effet, un véritable effet de couleur, donc très cinéma old school. Alors la première chose qu'on va faire, on va créer une vignette pour créer l'effet de vignette cinéma, hein, donc comme écran cinéma, comme vignette cinéma. Alors pour ça, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gain beaucoup plus sombre, voilà. Je vais faire un adoucissement nul, pour qu'on la voit bien. Peut-être pas entièrement nul, voilà, ainsi, voilà, ainsi, comme ça colle. Et donc, on va faire un arrondi plutôt proche du, voilà, comme ceci. Je vais mettre aussi, je vais baisser un tout petit peu, voilà. Voilà, et donc voilà, là vous voyez, j'ai déjà un effet comme de pellicule projetée avec ce rectangle arrondi. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà, on va aller un peu sur le créatif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà de base pour se dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme effet pour faire un vieux projo old school cinéma? Alors on pourrait se dire, à l'époque du old school cinéma, il n'y avait pas encore la couleur, donc on pourrait désaturer complètement. Pourquoi pas? Allons-y. Hop, voilà. Est-ce que ça colle? Non. Je suis sûr que la plupart d'entre vous vous dites, non, ok, il n'y a pas de couleur, mais on voit encore bien que c'est pas du rétroprojecteur. C'est normal, parce que ces rétroprojecteurs, la première chose qu'ils avaient, c'était une plage de luminance beaucoup moins élevée que ça, beaucoup moins de détails. Vous savez comment est-ce qu'on gère les détails sur une image? Déjà, oui. Dans un premier temps, oui, on peut jouer sur le flou. On va monter un peu le flou. Bon, voilà, ce déjà, ça rend un petit effet, mais c'est pas du tout ça. On peut voir encore une fois, vous allez me dire, mais non, c'est pas du tout ça. En fait, je vous donne la réponse, il y a beaucoup trop de gris. En fait, l'image style old school cinéma, c'est une image qui a en fait des zones très uniformes de luminance, c'est-à-dire une nuance très restreinte entre vos blancs et vos noirs. Vous devinez, la nuance très basse de vos blancs et vos noirs, c'est le contraste. Donc, on va intervenir sur le contraste. Alors, je vous l'avais dit dans le tuto précédent, l'outil le plus facile et le plus utile, c'est les courbes pour gérer le contraste. Allons-y. Alors, alors ce qu'on peut faire, j'en profite justement pour parler un peu des contrastes, parce qu'ici, on va donc agir sur du noir et blanc. Je vais vous montrer qu'en fait, c'est pas parce que vous avez une image en noir et blanc que l'effet d'étalonnage s'annule. Vous avez encore une plage incroyable de travail, ici. Vous allez voir, c'est assez génial ce qu'on peut faire rien qu'avec une image noir et blanc en termes d'étalonnage. Montons donc le contraste. On pourrait le monter de deux façons, sachant que, comme je vous ai expliqué, dans une image pellicule rétroprojecteur de ce style, on a une nuance très peu élevée. On a des zones très uniformes de blanc, des zones très uniformes de noir. On n'a pas beaucoup de nuances, donc on n'a pas beaucoup par exemple, de cheveux ici gris, etc. Donc alors, ce qu'on peut faire directement, c'est donc beaucoup de blanc. Hop, on va monter ici, voilà, et on va monter à fond le contraste, voilà, et on va baisser ici pour obtenir, vous voyez, une transition ici qui est fort abrupte, fort abrupte. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez déjà beaucoup moins de nuances, et parce que vous avez déjà une transition beaucoup plus abrupte, beaucoup moins de nuances, entre les deux extrêmes luminiques.
Bon, ça colle pas très loin parce qu'on perd à fond beaucoup de détails. Ça colle déjà un peu mieux par rapport à la vision qu'on voulait, mais on perd beaucoup de détails. Donc plusieurs façons, je vais la réinitialiser, de faire votre contraste. On a par exemple ici ce qu'on a vu avec les 2 points ramenés, et on a aussi ce que je vous ai montré avec le Bleach Bypass, ceci. C'est-à-dire le contraste avec courbe en S. Voilà, ça colle déjà mieux, au moins on n'a pas perdu trop de détails. Voilà, donc vous voyez, ici ça colle déjà un peu mieux. Donc voilà, déjà 2 façons de régler votre contraste. Hein, en fait, ici, au début, nous avions un contraste où on avait perdu énormément de zones dans les blancs, énormément de zones de détails dans les noirs, et avec une transition toujours linéaire. Ici, on a conservé, ici vous voyez, on a conservé plus ou moins les mêmes noirs, hein, les points sont les mêmes, c'est la transition qui a été changée, à savoir on n'a plus une transition linéaire comme avant, on a une transition en S. Voilà déjà 2 façons dans les courbes de faire un contraste différent. Et là vous voyez déjà que, ok, c'est déjà un peu plus rétroprojecteur, hein, on peut voir ici. Ouais, ça fait un peu plus projecteur vieux old school, mais... Non, vous allez me dire, non, non, c'est pas encore ça. Il y a quelque chose qui colle pas. Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui... C'est pas encore du tout un rétroprojecteur, ça. Je vous l'annonce, oui, c'est normal. Parce qu'ici, on a un noir qui est hyper noir et un blanc qui est hyper blanc. En fait, notre rétroprojecteur, il était totalement incapable de faire des contrastes élevés. Alors c'est là que vous allez me dire, hein, quoi, what? Mais attends, c'est quoi ce bins? Tu viens de nous dire que justement que si on voulait une plage, une différence plus élevée, il fallait monter les contrastes. Ben oui, oui, c'est normal. C'est ce que j'appelle, ça c'est moi qui ai inventé ce mot, le terme de contraste retourné. C'est en fait les pellicules, les rétroprojecteurs comme ça de vieux films, ils ont ce qui s'appelle un contraste retourné, c'est-à-dire ils sont incapables d'afficher une différence élevée entre les tons noirs et les tons clairs, ils sont tout aussi incapables d'afficher une nuance élevée entre ces 2 tons. C'est-à-dire que vous allez obtenir une image comme ça, hein, donc avec peu de nuances, mais avec des noirs, pas noirs, et avec des blancs, pas blancs. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle, c'est un terme que je trouvais assez adapté, de contraste retourné. Pourquoi de contraste retourné? Ben justement, c'est un peu comme si vous aviez monté à fond le contraste justement pour perdre plein de détails dans ces noirs, et puis qu'ensuite, vous aviez précisément remonté les noirs, rebaissé les blancs, pour que ces blancs redeviennent gris, ces noirs redeviennent gris. Justement, je profite de ce tuto parce que, si j'ai bon souvenir, il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire sur l'un de mes tutos Resolve en me demandant un tuto contraste retourné, s'il te plaît. Alors, comment faire un contraste retourné? Ben, c'est tout simple, hein, je vais le faire ici avec une courbe dans Lumetri. Eh bien, en fait, regardez, c'est tout simple. Il n'y a pas... Donc, avec un contraste retourné, notre noir est pas vraiment noir, il est plutôt gris, et notre blanc, il n'est pas vraiment blanc, il est plutôt gris. Eh bien, donc, on va déjà baisser. Voilà notre blanc pour qu'il redevienne gris. On va baisser notre noir pour qu'il redevienne gris. Voilà, et là, on a une nuance peu élevée. Peu élevée, un peu trop même, hein, j'ai un peu trop forcé. Mais voilà, ici, donc, ici, on a conservé plus ou moins toutes nos nuances, plus ou moins, je dis bien, entre nos noirs et nos blancs. Ce qui va jouer, c'est la transition entre... Il va y avoir ici des zones uniformes et ici des zones uniformes. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est tout simple, on ramène. Voilà, et là, vous allez voir tout de suite que... Ah, voilà. Là, je suis sûr que là, vous vous dites, ah, voilà, ceci, c'est déjà beaucoup plus rétroprojecteur, vieux film, vieux projecteur cinéma. Ça colle déjà beaucoup plus. Voilà, vous voyez? Là, il y a vraiment un contraste vieux projecteur qui a été appliqué. Typiquement, voici une technique de contraste retourné. Vous avez en fait un contraste dans l'image qui est peu élevé. Si on regarde, regardez, je vais reprendre un peu les domaines Lumetri pour que vous vous en rendiez bien compte. On voit ici qu'on a beaucoup baissé nos blancs, on a beaucoup remonté nos noirs. On le voit ici, il n'y a pas beaucoup de contraste dans cette image. Mais, c'est le mais qui vient faire le tout, c'est qu'on a intégralement écrasé, vous voyez, nos blancs, nos noirs sur le même plan, qui deviennent uniformes, des zones uniformes. Et voilà, on a très peu de détails, une transition très peu élevée entre nos blancs et nos noirs. L'image est composée essentiellement d'écrasement de zones uniformes, grisâtre clair et grisâtre noir. Vous comprenez? C'est ça la différence entre un contraste
normal, un contraste élevé et un contraste retourné. Donc voilà, je voulais un peu profiter de ce tutoriel pour vous expliquer ça et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, hein, puisqu'on m'avait posé la question. Voilà, vous voyez, avec les courbes, il y a vraiment moyen, rien qu'avec une image noir et blanc, il y a déjà moyen de s'amuser. Il y a vraiment moyen de faire des noirs et blancs tous différents les uns des autres. Il y a vraiment beaucoup moyen de vous amuser et de faire de faire des étalonnages assez poussés, très uniques. Hein. Voilà, donc déjà, oui, on s'en rapproche. Mais vous allez me dire, mais non, c'est pas du tout à ça que ça ressemble à un vieux vidéoprojecteur noir et blanc. Non, il y a quelque chose qui colle, ça colle pas. À votre avis, où ça colle pas encore? Bah, c'est paradoxal, mais c'est au niveau de la couleur. Ben oui, parce que ici, ce que vous avez, c'est un blanc-blanc, c'est-à-dire avec un signal électrique, avec nos trois signaux parfaitement équilibrés. Est-ce que c'était possible du temps d'un vidéoprojecteur old school cinéma? Non, vous aviez une toile qui était une toile qui n'était pas complètement blanche. Un vidéoprojecteur qui n'était pas capable de restituer des blancs complètement blancs. Il restituait des trucs délavés. C'est pour ça qu'essentiellement, là, vous allez avoir une teinte globale et pas avoir des blancs, des gris parfaits, des noirs-gris parfaits ici comme c'est le cas. Vous allez plutôt avoir quelque chose, on va retourner sur le créatif justement, avec des tons clairs. Sépia. Vous allez plutôt avoir une teinte sépia. En fait, la teinte sépia, c'est, voilà, regardez, je monte ici, hein, voilà, comme vous le voyez, c'est plutôt un rouge orangé. Hein. On va faire la même chose avec les tons clairs, pour monter. Voilà. Ah, là, ça commence à vous parler. Hein. Je crois que là, ça commence vraiment à vous parler. Là, vous commencez à voir clairement l'effet old school projecteur. Hein. Regardez. Là, vous commencez à le voir. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est parce que, comme je vous ai expliqué, les vidéoprojecteurs d'avant avaient donc une toile délavée qui n'était pas capable d'afficher un blanc vraiment blanc. Et donc, on obtient donc cet effet très look sépia. C'est vraiment une teinte sépia entre le jaune et le rouge. Plus orangé, plutôt brun. Je crois même que ce qu'on pourrait faire encore maintenant, c'est... je vais baisser un peu... la balance pour que ça aille plus vers le noir ici, vers le jaune ici. Voilà, regardez. Voilà. Ça fait déjà un effet très vidéo old school projecteur. Voilà, vous le voyez. Alors évidemment, c'est pas encore tout à fait ça. Pourquoi? On est déjà quasi parfait au niveau de la colo. Hein. La colo, c'est vraiment un vieil effet. Mais évidemment, si vous voulez vraiment un vieil effet rétroprojecteur, ce qu'il faut aussi, c'est bien entendu des imperfections, hein, des impuretés dans la pellicule. Donc on devrait voir des taches apparaître de façon aléatoire. On devrait voir aussi éventuellement de temps en temps les perforations et les limitations entre les différentes dias apparaître. Hein. Donc la vidéo se décaler. Et donc on devrait voir du grain aussi. Hein. On devrait voir ici du grain, des impuretés, etc. Tout ça, évidemment, ça ne devient plus de l'étalonnage, ça devient des effets spéciaux qu'on rajoute. Ça, sur Premiere, je pense qu'on peut le faire, mais moi, personnellement, pour mon introduction, je l'ai fait sur After Effects. Voilà, mais donc voilà, l'essentiel, c'était que vous voyez bien, alors de nouveau, hein, vous voulez faire des effets de vidéoprojecteur un peu différents, vous pouvez de nouveau jouer sur la teinte sépia. Vous pouvez faire un sépia plus ou moins prononcé, etc., et afficher donc un style d'étalonnage assez prononcé, c'est bienvenu, voilà. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a été instructif. Je crois qu'on va conclure. Hein. Vous avez une très bonne vision ici de ce qu'on peut faire un peu comme style d'étalonnage. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On va conclure, hein, voilà. C'était mon dernier tuto de 2017 car je pense bien prendre 1 à 2 semaines de vacances de Noël. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto. Ça conclut également, donc comme je vous l'ai dit au début, ma formation colorimétrie. Là maintenant on a vu tous les volets et vous avez plus ou moins tous les outils pour appliquer vos étalonnages correctifs localisés et de style, correctifs de continuité et de style. Voilà, je pense que ça suffira. Ceci dit, encore une fois, si vous avez envie si vous avez envie que je fasse des tutos supplémentaires, n'hésitez pas à demander. Hein. Franchement, ce sera un plaisir pour moi. En attendant, donc, cette formation est à présent clôturée. Cette suite de tutos est à présent clôturée. Je vous retrouve donc l'année prochaine. Je vous souhaite d'avance une excellente année 2018 et de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Merci à tous et à très bientôt sur Corvans Prod.